Illuminati et les francs-maçons, parce que les francs-maçons, la franc-maçonnerie, c'est ce qui gangrène complètement notre société occidentale. Et il est important, je crois, qu'on y voit un petit peu clair, qu'on sache comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça. Et puis les Illuminati, parce que c'est associé directement à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, et il y a très peu d'informations concrètes, écrites, documentées. En revanche, il y a énormément d'interprétations par les blogs, par des vidéos, par toutes sortes de gens qui parlent des Illuminati. Et puis les vidéos, tant sur les Illuminati que sur les francs-maçons, sont faites la plupart du temps par des repentis. Mais des repentis qui sont bien souvent des cubénis. C'est-à-dire des gens qui étaient dans cette secte, qui sont rarement montés à très très haut niveau, et puis qui sont passés ensuite sous une religion, judaïsme, christianisme ou musulmanisme, mais sous une religion officielle, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être du bon côté, et donc ils peuvent cracher sur leur passé. Et j'ai l'impression que ces gens, si ça avait été l'inverse, ce serait exactement la même chose. S'ils avaient été éduqués dans une de ces religions, et puis qu'ils soient passés dans la franc-maçonnerie, ils feraient des vidéos pour les francs-maçons, où ils parleraient aux francs-maçons aussi mal du christianisme qu'ils ne parlent actuellement de la franc-maçonnerie. Et ceci sans information vraiment concrète, sans documentation sérieuse, et je trouve avec une tendance j'ai trouvé Dieu, il m'a sauvé de la franc-maçonnerie. Et je trouve que c'est un petit peu gênant et pas très convaincant. Alors, pour y voir clair, je vais essayer de scinder un petit peu en deux parties, à savoir l'histoire, pour essayer de comprendre comment il fonctionne et pourquoi, et puis notre monde actuel avec justement ces deux branches dont on va essayer de parler, Illuminati et franc-maçon. Alors, pour l'histoire, sans remonter vraiment trop loin à la création des religions monothéistes, il est bien évident qu'avant qu'existent ces religions qui sont très proches des philosophes également, donc là on parle d'une période de 2000-3000 avant Jésus-Christ, avant cela il y avait déjà d'autres types de religions. Et globalement, le terme générique qui était employé pour décrire ces différentes religions, c'était les cultes de Baal, B-2-A-L. Or, ça c'est un terme générique qui incluait à l'intérieur en fait le pouvoir des prêtres qui étaient en même temps les dirigeants et qui exploitaient par la superstition les populations. Sans rentrer dans tous ces détails, à partir du moment où on crée une nouvelle forme de religion, à partir du moment où il y a une scission et que cette scission est admise par le public, il est bien évident que les anciennes lois disparaissent. C'est valable pour des lois, comme pour des religions, comme pour des philosophies, comme pour n'importe quoi. Donc, à partir du moment où ceux qui avaient acquis auparavant des richesses, du pouvoir, etc., voyaient que tous leurs concepts, tout reposait sur ces anciennes bases et que celles-ci disparaissent, il ne restait plus qu'une solution, c'était passer à la clandestinité, c'est-à-dire cacher leurs concepts, et c'est là où se créent les sociétés secrètes. Et ils s'en multiplient, parce qu'il y en a énormément, dans tout le Moyen-Orient essentiellement, et puis lorsque les Templiers prennent contact avec eux, ils adoptent ces anciens concepts, dans lesquels sont souvent inclus une notion de pédophilie, une notion de sexe, qui est extrêmement importante pour eux, et qui est le pouvoir absolu de l'homme, qui se reflète dans toutes les manifestations des Templiers. Et un deuxième concept qui se met en place très vite, c'est celui de toujours paraître l'inverse de ce qu'on est. Donc le principe des Templiers, c'est de faire vœu de pauvreté, de déclarer l'absence totale d'intérêt économique, et à l'inverse, bien sûr, de provoquer le plus gros système économique qui a jamais été provoqué, puisque les Templiers, ça a été la plus grosse richesse de toute l'Europe. Ils ont réussi à monter en peu de temps, en 200 ou 300 ans, même pas, ils ont réussi à acquérir 10 000 châteaux dans toute l'Europe. Ils possèdent des biens, ils possédaient le tiers de Paris, et des biens absolument immenses et fantastiques. Donc, ensuite, on nous a parlé, dans l'histoire, on nous raconte que, je crois que c'est Philippe le Bel, a fait mettre à mort Joseph de Maistre, le grand maître des Templiers, etc., etc. Et on nous base toute l'histoire sur cet événement français, sans nous parler de l'importance des Templiers dans tous les autres pays, sans nous parler de tous les biens qu'ils ont conservés, puisqu'ils possédaient des villes entières, ils possédaient l'île de Chypre, l'île de Malte, ils possédaient des biens au Moyen-Orient absolument extraordinaires, des accords avec de multiples sectes également
judaïque et musulmane, ils avaient un pouvoir absolument immense et contrôlaient toute une partie de la navigation et étaient les premiers dans l'exploitation de l'esclavagisme, ce qui était déjà des formes de colonies. Donc tout ça n'a pas disparu quand a été exécuté le grand maître parisien. Et ces sectes se sont maintenues, ont continué, ont changé de nom, sont devenues plus discrètes, etc. On arrive au XVIIIe siècle avec une secte dont on parle beaucoup maintenant, qui sont les Illuminés de Bavière, et ce qui donne ensuite donc maintenant les Illuminati. Donc là, on passe dans la deuxième partie, c'est-à-dire le monde moderne. Mais avant, on va essayer de définir un tout petit peu les termes pour s'y retrouver aussi à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de secte satanique ou luciférienne, il faut savoir que le mot Lucifer n'existe pas dans l'Ancien Testament. Il est inexistant, ça n'existe pas du tout. Le mot Lucifer vient d'un dieu grec, un dieu d'ailleurs sans grande importance, qui s'appelait Phosphoros, et qui représentait la planète Vénus, et qui signifiait le matin, c'est-à-dire le lever du jour. La lumière arrive le matin, après la nuit. Bon, et rien d'autre. Or, traduit en latin, puisque ensuite c'est l'Empire romain qui domine, ça devient Lucifer, qui veut dire donc exactement la même chose. Et par analogie, la lumière, ça représente un petit peu le savoir, la connaissance. Donc par analogie, peu à peu, le mot est employé aussi dans ce sens-là, au point que les premiers chrétiens appelaient Jésus-Christ, ils l'appelaient Lucifer. Le terme, pendant les 200 ou 300 premières années de la chrétienté, et donc de cette forme de judaïsme qui était la chrétienté, désignait Jésus-Christ comme étant Lucifer, puisqu'il apportait la lumière, c'est-à-dire la connaissance, le vrai savoir, selon leurs idées. Et c'est seulement à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, donc des années 360-370, qu'un type qui s'appelle d'ailleurs Lucifer de Cagliostro met en place une attaque contre certaines sectes, en particulier contre les Ariens. Et il crée dans le public l'association entre Lucifer et Satan. Et c'est depuis cette époque-là qu'on considère un petit peu les deux comme la même chose, et le mot sataniste est employé aussi bien que le mot luciférien. Mais en réalité, ce sont deux concepts totalement différents. Lucifer, donc au départ, c'est plutôt la recherche de vérité, la recherche de connaissance, la recherche de science, de savoir. Et Satan, lui, n'est pas un dieu. Et ce mot, on le trouve dans l'Ancien Testament, parce qu'il a été écrit dans la langue, et dans cette langue-là, le mot Satan n'est ni un dieu, ni un mythe, ni une image, ni quoi que ce soit, c'est simplement le mot qu'on emploie nous tous les jours pour dire, lui, il est opposé à nous. C'est-à-dire que c'est un mot qui signifie opposant, qui signifie adversaire. Donc si des gens qui parlaient encore cette langue aujourd'hui étaient en train de décrire une partie de tennis, ils diraient, machin est en train de jouer contre son Satan. Mais ça ne veut rien dire de plus, ça veut juste dire adversaire, opposé. Donc voilà ce que veut dire le mot Satan dans cette ancienne langue. Et puis c'est devenu un mot employé en permanence pour représenter le mal, parce que celui qui en parle automatiquement se range du côté du bien. Donc celui qui est dans une religion quelle qu'elle soit, ou dans une secte quelle qu'elle soit, il estime lui être du côté du bien, et donc l'opposé c'est Satan. C'est forcément le mal. Bon, ceci pour les mots. Et donc, à partir du IVe siècle, ces deux mots se mélangent et on décrit comme satanistes ou lucifériens toutes les sectes occultes qui pratiquent des rites qui vont contre la morale, contre la bonne pensée qui est celle du judéo-christianisme et celle du musulmanisme qui sont très proches les unes des autres. Donc voilà grosso modo le concept au niveau historique. Maintenant, ceci dit, on rentre maintenant dans le monde moderne. Alors, le monde moderne, on va dire qu'il commence au XVIIIe siècle. À cette époque-là, il y a tout en même temps. Il y a les colonies qui commencent à rapporter un fric pas possible, en particulier l'Angleterre avec les Indes, etc. Il y a l'exploitation de l'esclavagisme, qui rapporte encore des sommes fantastiques. Il y a la révolution industrielle. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses en même temps. Et puis, les meilleurs éléments, ceux qui sont les mieux placés pour exploiter tout cela, bien sûr, ce sont toutes ces sectes de Templiers qui sont restées occultes, mais qui contrôlent la navigation, qui contrôlent les échanges économiques, et qui avaient acquis une telle puissance auparavant que cette puissance se reflète par toutes ces sociétés secrètes qui existent sur toute l'Europe et qui représentent un réseau énorme. Et là-dessus,
D'autres sectes commencent à naître, dont une en particulier dont on parle beaucoup, qu'on trouve sur Internet, qui s'appelle les Illuminés de Bavière. Or, ces Illuminés de Bavière ont une particularité, c'est que dès le départ, ils bénéficient d'un apport tout à fait exceptionnel de 2 banquiers, dont Rothschild, qui leur donne des moyens économiques extraordinaires. Cette secte, elle est composée essentiellement d'aristocrates qui sont sur le point d'être déchus, c'est-à-dire d'aristocrates qui n'ont pas beaucoup de moyens économiques, mais par contre qui ont les relations aristocratiques, qui ont leurs entrées à la cour, etc. Donc, fort d'un pouvoir économique, fort d'un plan global qui se met en place, ils pensent pouvoir prendre le pouvoir grâce à un système dont Machiavel avait longuement parlé dans ses ouvrages, qui est la République. Et en partant de ce principe-là, ils établissent une sorte de plan pour provoquer des révolutions, instaurer des républiques par lesquelles ils auraient une fois pour toutes le pouvoir à travers les sociétés secrètes. Le premier qui avait montré cette voie, c'est Cromwell en Angleterre, qui avait réussi à faire tuer le roi, à prendre sa place, à instaurer une république, et avec ce système des députés qui vendent leur voix, puisque le principe de la République, c'est systématiquement faire élire des gens, garder tout un monde de députés à qui on achète ensuite les voix. C'est pour ça que les places de députés se valent aussi cher. À l'époque, c'était une corruption normale, logique. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Mais, donc, voilà comment fonctionne cette République, et puis ils en sont témoins. Donc, ils veulent mettre ça en place au niveau de tous les pays européens. Et ce plan est appuyé par des concepts mystiques basés sur le sexe, encore une fois, qui entraînent des cérémonies, etc., qui dérangent le pouvoir en place en Bavière et qui amènent la police à intervenir, à effectuer des perquisitions et à découvrir tout ce que je viens de dire, et à découvrir des écrits dans lesquels ces gens pensent que grâce à des révolutions et en instaurant des républiques, ils vont prendre un pouvoir absolu sur tous les pays d'Europe. La police transmet donc ce rapport et transmet ces informations à la plupart des gouvernements d'Europe. Et donc c'est là qu'on peut dire que naît le mot les Illuminati, parce que tous ceux qui sont liés à cette aristocratie et à tous ces membres, parce qu'ils sont déjà des milliers, tous ceux qui sont liés à ce mouvement des Illuminés de Bavière sont dénommés par tous les gouvernements d'Europe comme des Illuminés. Et c'est un terme générique, c'est un terme global. Donc si on lit les mémoires de Napoléon, si on lit les mémoires de Talleyrand, de Fouché, on trouve ce terme et ils en parlent naturellement, comme les Illuminés. On sait qu'ils rêvent de prendre le pouvoir absolu, on sait qu'ils rêvent d'instaurer des républiques, etc. Pour eux, à l'époque, beaucoup de gens étaient au courant, étaient informés, savaient qu'il y avait des Illuminés, mais ils les prenaient comme on les prend, comme le terme que j'emploie moi quand je suis jeune, quand j'étais petit, au terme qui aujourd'hui est un petit peu disparu, mais quand on voyait des gens qui avaient des idées un peu farfelues, qui étaient un peu olé olé, on les appelait des Illuminés. Donc ils en parlent de la même manière, en disant que ce sont des rêves impossibles qu'ont ces gens-là. Peut-être qu'ils ne se rendaient pas compte de la puissance que représente un réseau économique, un réseau basé sur une association avec toutes ces anciennes sectes templières, donc qui deviennent francs-maçons, et toute cette franc-maçonnerie nouvelle qui commence à se mettre en place. Alors, 19e et 20e siècle, une multitude de sectes nouvelles se créent. Alors, les unes plus orientées sur l'aspect économique, social, d'autres plus orientées sur l'aspect mystique. Ça a donné ce qu'on a vu durant le XXe siècle, tous ces crimes, toutes ces cérémonies sacrificielles, tous ces trucs de folie. Et puis, durant tout cela, certains personnages en ressortent particulièrement, et puis ont laissé des écrits, donc on peut voir dans leurs écrits qu'ils recommandent ce genre de rites, on peut lire dans leurs écrits qu'ils recommandent la pédophilie, etc. Parce que pour eux, c'est un... bon, là on rentre dans l'aspect mystique, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais toujours est-il que ces gens laissent des traces importantes et des personnalités importantes de ce monde spécial de la franc-maçonnerie ressortent, tels que Crowley, tels que Blavatsky, etc., qui sont des noms très connus et qui laissent des écrits importants, et surtout qui créent des associations qui commencent à prendre une importance particulière puisqu'elles peuvent superviser les autres. Et là, on se retrouve dans un réseau maintenant de plus en plus international, dont les représentants les plus puissants, bien sûr, se trouvent aux États-Unis. Donc on se retrouve avec un réseau global
d'une multitude de loges franc-maçonnes, ou de sectes, on les appelle comme on veut, supervisées par quelques organismes. Et puis il y en a un particulièrement qui domine tous les autres, parce qu'il est soutenu par les plus grosses fortunes américaines, c'est la Lucifer Trust. Et cet organisme, cette secte supervisant toutes les autres, pour lui donner un statut, on la met à l'ONU. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent en douter peuvent entrer sur le site de l'ONU et marquer. Alors, ils ont changé le nom récemment parce que Lucifer Trust, c'était quand même un peu trop voyant, donc maintenant, ils la Trust. Mais bon, tout l'historique, on peut le retrouver très facilement. Et cette secte à l'ONU est responsable d'affaires sociales, économiques, etc., au niveau de tout le monde occidental. Donc, elle couvre toute l'Europe, les États-Unis, l'Australie, le Canada. Et c'est soutenu par les plus grosses fortunes de la planète, donc des gens comme Rockefeller, Gorbatchev, qui en sont les dirigeants, qui transmettent ensuite à toutes les sectes franc-maçonnes du monde, donc leurs souhaits, les orientations, les choix politiques, les choix sociaux, économiques, etc. Et ensuite, dans chaque pays, ils appliquent les principes décidés à l'ONU, par cette secte-là. Alors, ça c'est pour se rendre compte à quel point tout cela est un réseau global, une gangrène, une mafia, on appelle ça comme on veut, et à l'intérieur ensuite de chaque pays, ce réseau a un pouvoir plus ou moins grand selon l'importance du pays. Donc à l'époque, des pays un peu moins importants étaient moins phagocytés que l'Italie, l'Angleterre, la France, l'Allemagne. Donc c'est surtout là qu'on retrouve toute la force, toute la puissance de ces sectes occultes. Et par exemple en France, depuis la Révolution française, dont les principaux membres donc étaient envoyés d'Allemagne par les Illuminés de Bavière, ça on le sait, c'est démontré, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus, il y a assez d'articles et de livres sur le sujet. Depuis cette époque-là, c'est la loge du Grand Orient de France qui est le représentant direct des Illuminés de Bavière, donc qui fournit pratiquement tous les membres des gouvernements français. Et depuis 200 ans, la France a toujours été dirigée exclusivement par les membres de la loge du Grand Orient. Alors, il y a une petite concurrence entre celle-là et puis la Grande Loge Nationale de France, mais de temps en temps, c'est les membres de l'un, de temps en temps, c'est les membres de l'autre, les différences sont infimes, leurs fonctionnements sont à peu près les mêmes, etc. Et donc, leur impact est extrêmement fort, parce que quand un type prend le pouvoir, il nomme immédiatement les ministres qu'il souhaite, et à chaque fois, on retrouvera toujours le même schéma. Par exemple, dans le dernier gouvernement, tous les membres du gouvernement, Hollande, etc., sortent de la loge du Grand Orient, et automatiquement met en place dans les postes clés, à savoir toujours l'intérieur, les finances, etc., dans les postes vraiment clés, les membres les plus importants, qui sont donc des membres qui doivent être avalisés au niveau international. C'est-à-dire reconnus par la secte qui dirige et supervise tout le reste, qui est le Club Bilderberg. Le Club Bilderberg a été fait pour ça, forme, contrôle et choisit les membres qui vont être les principaux dirigeants dans les pays. Et le vrai pouvoir, c'est l'intérieur, l'économie, les finances, enfin, les affaires étrangères, c'est là que se trouve le vrai pouvoir dans un pays. Donc là, si on prend les derniers en place, Manuel Valls, il sort du Club Bilderberg et la loge du Grand Orient, et c'est un haut gradé de cette loge. Si on prend celui qui vient de le remplacer, Macron, c'est la même chose. Il est membre de la loge du Grand Orient et il sort également du Club Bilderberg. Et puis tous, depuis toujours, Giscard d'Estaing, Pompidou, tous étaient membres de la secte et tous ont fonctionné comme ça. Et ils contrôlent parfaitement le pouvoir et le pouvoir politique. Et en 200 ans, ils ont eu le temps, bien sûr, à chaque fois, puisqu'ils sont responsables des nominations, et ils ne se nomment qu'entre frères, puisque c'est le principe même de la secte, à savoir toujours favoriser les membres. Donc, qu'est-ce qu'ils font depuis 200 ans? C'est de placer à tous les postes clés de l'administration, de toutes les institutions, que ce soit dans l'économie, la police, la justice, dans tous les domaines. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, dans la justice, il y a des petites marques particulières qui permettent entre eux qu'ils se reconnaissent, et lorsque l'un des membres passe en justice, il n'a pas du tout le même statut que les autres. Et là, les frères, qu'ils soient juges, qu'ils soient avocats, qu'ils soient avoués, huissiers, peu importe, les frères sont chargés d'aider le dossier. Soit en faisant disparaître des pièces, soit en créant des fausses preuves, soit... Mais pour eux, c'est une normalité, c'est une obligation. C'est pourquoi je dis que c'est une gangrène, parce que ça détruit toute notion démocratique, toute notion de justice, toute notion vraie.
Ils ne vivent que sur le mensonge. Alors comment ils fonctionnent? Eh bien, ils fonctionnent au départ sur le mensonge, c'est la base de leur vie. Donc, le principe de départ, c'est de présenter une image complètement opposée à ce qu'ils sont, comme le faisaient les Templiers et comme le font la plupart des sectes secrètes. Et donc, ils présentent une image de société philanthropique, voulant aider le pays ou son prochain. Et puis, la réalité, elle est complètement à l'opposé. Ils sont là pour piller, exploiter au maximum. Pour cela, il y a plusieurs techniques. La première, ça consiste, encore une fois, à jouer sur les opposés, à dire aux gens, quand ils rentrent dans la secte, j'ai eu plusieurs propositions pour y rentrer, j'ai jamais accepté, mais j'ai pu faire parler pas mal de monde. Et quand ils rentrent dans la secte, c'est toujours le même principe, à savoir, on vous offre de rentrer dans une secte pour faire partie de ce qu'on appelle les libres penseurs, ou les esprits libres. Et pour entrer comme libre penseur, vous devez être totalement conditionné et accepter un conditionnement. Donc dès le départ, il y a cet étrange paradoxe que pour être libre penseur, il faut renoncer totalement à la libre pensée. Donc le principe, c'est de créer une initiation qui est basée sur le ridicule. Ça, c'est la base. Le premier chemin, la première étape, ça consiste toujours à utiliser cette technique qui est le ridicule. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, ça joue sur l'effet psychologique. Lorsque quelqu'un est soumis au ridicule, ça veut dire qu'il est prêt à accepter de renoncer à sa dignité d'homme, renoncer à son amour-propre, pour obtenir quelque chose en échange. Et donc l'homme qui accepte de se soumettre à ça, automatiquement, ça veut dire que son ambition est plus forte que sa dignité ou son amour-propre. Il n'a pas d'honneur, il y renonce complètement. Donc l'homme, comme ça, est un sujet parfait, c'est un sujet soumis. Dès le départ, on obtient sa soumission. Pour obtenir son ambition, il acceptera n'importe quoi. Et après, ce sont des grades. Donc ça, c'est le premier stade. Alors le ridicule, ça s'obtient de mille façons. Dans une secte, c'est telle cérémonie, des costumes avec des petits colis fichets, moyenâgeux, c'est un comportement, c'est la marche au pas, le fameux pas maçon. Dans d'autres sectes aux États-Unis, c'est de se mettre tout nu et puis de s'entourer le pénis d'un petit ruban rose. Bon, il y a toutes sortes de rites, mais toutes basées sur le ridicule. C'est le premier passage. Et puis ensuite, à l'intérieur des sectes, il y a toujours cette progression qui fait que les premiers qui rentrent ne sont pas toujours des gens qui sont systématiquement mauvais. Ce sont des gens qui naïvement ont de l'ambition sociale, n'ont pas la vraie capacité, ils savent qu'ils n'y arriveront pas par le véritable mérite, et donc il leur faut l'appui d'un groupe, quel qu'il soit, pour leur donner cette chance sociale. Or, quelqu'un qui n'a pas, par son propre mérite, par ses propres qualités, moyen d'accéder au poste dont il rêve, alors avec la franc-maçonnerie, il trouve le chemin pour y arriver. Et c'est sur cette base que la franc-maçonnerie peut mettre en place des gens qui vont toujours être incompétents là où ils sont. C'est tous ces petits chefs qu'on voit dans les institutions, etc., qui sont manifestement stupides, manifestement incapables de tenir leur poste et ne valent pas, ne méritent pas le poste qu'ils ont, mais qui sont parfaitement protégés, qui se maintiennent à ce poste, qui ont plein d'avantages. Pourquoi? Parce qu'en échange, ils rendent des services. Et ça, on les retrouve essentiellement dans la justice, on les retrouve dans la police, dans la gendarmerie, et on les retrouve dans pratiquement toutes les institutions. Et aujourd'hui, par exemple, où il y a tellement de remue-ménage au niveau bancaire, on voit que tous les postes intermédiaires, de plus en plus, c'est la franc-maçonnerie qui les contrôle. Et pour ne pas perdre ces avantages, ils vont en rendre de plus en plus. Et petit à petit, ils vont monter dans la hiérarchie, à savoir franchir ces grades, par des rites d'initiation qui servent surtout à juger à quel point ils sont capables d'aller contre la morale, contre la justice. Et petit à petit, c'est ce qu'on appelle le satanisme. Petit à petit, on va les orienter et sélectionner parmi eux les pires pour arriver tout au sommet. Et les pires, on en fait les hommes politiques, on en fait les grands hommes de notre société. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne toute cette franc-maçonnerie. Après, pour parler des Illuminati, les Illuminati, ce serait, en termes global, puisque c'est un nom générique, ce serait la sélection des plus hauts gradés entre eux. Mais en réalité, il y a encore une petite nuance, c'est ceux qui sont initiés au plan international. Donc ceux qui seraient non pas seulement des petits invités, parce que les invités du club Bilderberg, ce sont seulement des invités. Ce sont les gens qu'on a sélectionnés par les sectes, qui sont arrivés assez haut pour qu'ils méritent d'être invités au club Bilderberg et de rendre les services qu'on leur demande.
Mais c'est pas pour ça qu'ils sont initiés au véritable plan international. Or, là, pour rentrer à ce niveau-là, il faut être au niveau de l'ONU, il faut être au niveau, vraiment, ces personnages qui arrivent au niveau international, à qui on donne le contrôle du FMI, de l'OMS, de l'OMC, de l'UNESCO, etc., etc. Là, on rentre vraiment à très très haut niveau. Et vous ne trouverez jamais aucune organisation internationale de ce niveau dont les membres n'aient pas été exclusivement choisis par le Club Bilderberg. Tous, absolument tous, viennent du Club Bilderberg. Donc, le schéma s'organise à peu près comme celui-ci. On a la secte initiale qui est à l'ONU, la Lucis Trust, le Club Bilderberg qui représente toutes les affaires et la gestion des gouvernements, qui choisit dans tous les gouvernements les membres qu'on invite et qu'on place pour rendre les services qui sont prévus. Voilà comment fonctionne globalement le monde occidental. Et les Illuminati, donc, c'est le terme générique pour désigner ceux qui sont responsables et qui participent de ce plan. Donc ce qu'on appelle aussi le nouvel ordre mondial. Alors, pour parler plus précisément des Illuminati, il y a très peu d'informations écrites réellement. Est-ce que ces gens, entre eux, s'appellent les Illuminati? On n'en sait rien. Il y a quelques vidéos, quelques personnes qui ont fait des vidéos en affirmant avoir été un Illuminati, avoir participé à des rites sacrificiels, etc. Est-ce que ces vidéos, c'est de la désinformation ou est-ce que c'est de la réalité? Est-ce qu'il n'y a pas assez... À chaque fois, il manque les éléments qui permettent d'aller vers la preuve. Donc, difficile d'estimer, et puis il y a une telle désinformation sur Internet qu'on ne sait pas vraiment s'y retrouver. En revanche, ce qu'on peut faire avec certitude, c'est analyser les situations, nous servir de notre propre intelligence. Or, il y a un type qui s'appelle Fritz Springmeier aux États-Unis, qui a investigué pendant plus de 20 ans, et qui a pénétré complètement les sectes américaines, les sectes franc-maçonnes, etc., et qui est arrivé, et qui lui a été certainement un de ceux qui a lancé le mot Illuminati, puisqu'il désigne un petit groupe de personnes comme ayant un pouvoir complètement au-dessus de tous les autres, dans tous les domaines, économiques, financiers, politiques, etc., et qui contrôle la réserve fédérale, qui contrôle la plupart des industries américaines, toutes les multinationales, les grands laboratoires de santé, et qui contrôle tous les organismes internationaux. Et à chaque fois, il a remonté les filières et trouvé toujours les mêmes familles. Et il les cite au nombre de 13 ou 14, et ces familles, c'est lui qui les décrit et les nomme les Illuminati, dans un livre complet, détaillé, apportant tous les éléments. Donc, quiconque peut se procurer et lire ce livre a toutes les informations, et c'est bien réel, et peut vérifier ces informations. Or, curieusement, après la sortie de son livre, il est condamné à 7 ans de prison. Et il a été en prison pendant des années. Donc là, on peut se servir de notre intelligence, de notre raisonnement, en se disant, voilà un type qui est un écrivain fameux, qui est un journaliste d'investigation, dont tous les éléments dans ses ouvrages peuvent être vérifiés, contrôlés, et on ne peut pas trouver quoi que ce soit qui ne soit pas juste. Et ce type-là, curieusement, il est accusé d'avoir eu l'intention d'attaquer une banque. Ça paraît quand même un peu gros. Et pour ça, il est condamné à plusieurs années de prison, avec des conditions de silence, d'interdiction de contacter même sa propre famille, etc., qui sont assez exceptionnelles. Donc là, déjà, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce ne sont pas les sectes qui ont monté tout ça contre lui, parce qu'il dispose de tout ce qu'il faut, dans la justice, dans la police, dans tous les domaines. Il dispose de tout ce qu'il faut pour discréditer une personne, pour l'enfermer, etc. En France, il y en a eu tellement de cas du même genre qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, en 2003, je crois, ou 2002 ou 2003, il est sorti un site web curieux qui s'appelait Les Illuminati. Et pas un site web quelconque, un site web de très haut niveau, qui décrivait un petit peu le plan global et essayait, quand on entrait sur ce site web et qu'on le fouillait un peu sérieusement, on s'apercevait qu'il y avait vraiment une tentative de convaincre le public qu'il était bien pour lui qu'il se range qu'il se soumette complètement à une élite mondiale. Donc c'était un site extrêmement bien fait, et puis il y a eu beaucoup de liens avec la famille royale espagnole, et tout le monde sait que le roi d'Espagne était quelqu'un d'assez particulier, était ce que les Espagnols appellent un subnormal, c'est-à-dire
ne fallait pas qu'il aligne 3 phrases de suite, c'était un peu trop dur pour lui, et que le vrai dirigeant, c'est la reine Sofia, qui, elle, en revanche, est un des plus hauts dirigeants du club Bilderberg depuis toujours. Donc là, on est dans une de ces familles. Et ce site, curieusement, disparaît au bout de 3 ou 4 mois. Seulement, en étant présent là, sur Internet, ça va très vite, et tout le monde espagnol, qui représente quand même toute l'Amérique du Sud, en plus de l'Espagne, a été informé de ce terme, les Illuminati. Donc ça fait quand même les deux plus grandes langues, les deux langues les plus importantes de la planète, à savoir l'anglais et l'espagnol, qui prennent ce terme des Illuminati dès 2002-2003, puisque c'est aussi la période où Fritz Springmeier sort son ouvrage. Ce qui fait que le terme s'est répandu, et s'est répandu dans le monde entier, et aujourd'hui on le trouve dans toutes les langues. Ensuite, une troisième preuve vient, et là encore on doit servir de notre intelligence, une troisième preuve de leur existence nous est offerte par cet ouvrage qui est très particulier. Ça s'appelle Les Illuminati, justement. Alors il est très particulier pour un tas de raisons. D'abord parce que c'est pas un livre écrit par une personne qui a fait des investigations, par un journaliste d'investigation, c'est une commande, ce qui est déjà rare. À savoir que quelqu'un a été contacté 4 auteurs pour leur proposer de rédiger cet ouvrage. Donc il y a déjà une organisation qui contacte 4 auteurs médiocres qui écrivent très mal, un ouvrage qui est entièrement consacré, soi-disant, aux Illuminati, en mettant le nom en gros, et c'est édité chez J'ai lu, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. On en fait une publicité énorme, il passe à la télé, il passe sur les radios, on en parle de partout, et il est mis en tête de gondole à la FNAC et dans tous les grands points de vente. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Quand Fritz Springmeier, son ouvrage, il a mis des années avant de pouvoir le faire éditer. Quand quiconque a écrit sur le sujet après une véritable investigation ne parvient même pas à le faire éditer. On est obligé d'éditer à compte d'auteur. Donc, qu'un ouvrage comme ça, par des auteurs médiocres, sorte avec une publicité monstrueuse, c'est douteux. Et quand on lit le livre, alors là on découvre que les Illuminati n'existent pas, que tous ceux qui en parlent sont des fous, qu'il y a comme une sorte de complot de la part de gens qui rêvent de théories de complot, et que tous nos politiciens sont des gens parfaitement honnêtes, intègres, et qui n'ont rien à voir avec les sectes francs-maçonnes. Grosso modo, voilà ce que raconte ce truc, qui est une vraie cochonnerie, qui n'a aucun intérêt à lire, rien, il n'y a pas la moindre information utile, et il n'y a pas le moindre... Il n'y a rien de vrai. Voilà, c'est une dissertation pour essayer de convaincre les gens que les Illuminati n'existent pas. Mais que quelqu'un se soit donné autant de mal pour convaincre le grand public, parce que c'est le grand public naïf qui est important de convaincre, c'est celui-là qu'il faut toucher. Et donc celui-là, pour le toucher, c'est pas Internet. C'est justement ce genre de moyen, à savoir grand livre, grand éditeur et grande puissance commerciale pour appuyer la vente du livre. Et donc là, tous ceux qui l'ont ouvert et le grand public naïf, une fois qu'il l'a lu, se dit, ah bah oui, effectivement, c'est bien ce que je pensais, les politiciens sont parfaitement honnêtes et droits et agissent que pour notre bien, et les Illuminati, c'est les fous ceux qui en parlent sont tous des fous rêvant de théorie du complot. Donc voilà, grosso modo, les informations qu'on peut avoir sur les Illuminati et qui nous donnent justement, je crois, tous les éléments pour démontrer qu'il existe bien, en tous les cas, un groupe. Après, comment ce groupe de familles extrêmement riche, parce qu'on peut remonter à partir de n'importe quoi, vous prenez n'importe quel sujet, économique, financier pur, banque, les laboratoires, tous les organismes internationaux, à chaque fois, dès que vous allez remonter à qui détient les clés du pouvoir, on arrive toujours à ces 13 ou 14 familles, toujours, systématiquement. Et qui contrôle la monnaie mondiale, c'est-à-dire la réserve fédérale américaine, toujours ces familles. On peut chercher dans tous les domaines, et on arrive toujours effectivement aux mêmes familles. Alors après, le sujet est assez simple. Soit ces familles s'ignorent totalement entre elles, ne se connaissent pas, n'interagissent pas, bien qu'on les retrouve toujours ensemble dans toutes les affaires, mais que ça c'est le hasard, on va dire, et dans quel cas il n'y a ni complot, ni machination, ni rien du tout. Soit c'est le contraire, mais dans quel cas c'est de manière, ils ont tellement de moyens pour rester secret. Il n'y a qu'à voir le club Bilderberg qui est resté secret pendant 50 ans avant que ça se révèle au public. Et pendant 50 ans, au grand jour, entre eux, ils se réunissaient au niveau planétaire. Bon, et il a fallu 50 ans avant que ça se découvre auprès du public. Donc on peut imaginer qu'un groupe encore plus restreint de personnes aussi puissantes se réunissent
très facilement et autant qu'ils le veulent sans que personne soit au courant. Mais après, ce qui s'y dit, etc., personne n'a d'informations. En tous les cas, moi je connais aucun journaliste qui a réussi à pénétrer, je connais aucun enquêteur qui a réussi à avoir des informations ou à mettre des micros, et je ne sais même pas si quelqu'un saurait où les mettre. Donc, on n'a aucune information. On peut que constater le plan global qui est en marche, et ça, je crois que c'est évident pour tous ceux qui cherchent un petit peu. On peut constater l'orientation générale de notre société qui ne va pas vers le bien, et on peut constater tous les jours la mafia franc-maçonne qui contrôle tous les rouages. Quiconque, par exemple, dans une petite région de France, n'importe où, veut s'installer et prendre une certaine importance. S'il n'est pas franc-maçon et qu'il fait de la concurrence à quelqu'un, il n'a aucune chance d'y arriver. C'est impossible. Pourquoi? Parce que président de chambre de commerce, président de chambre d'industrie, procureur, notaire, huissier, tout ça c'est le petit monde de la franc-maçonnerie, tous sont liés ensemble. Et le type qui va monter une entreprise comme ça, il va se retrouver immédiatement attaqué par des moyens légaux, officiellement. Il va avoir très vite contrôle de l'URSSAF, contrôle de l'inspection du travail, contrôle de sécurité sociale, il va être harcelé par les administrations, etc. Et puis ça va arriver en justice, sur une plainte contre lui quelconque, etc. Et puis là, c'est encore une fois les acteurs de la justice, le procureur qui va faire des faux, tout le monde va faire la police va intervenir aussi pour faire des faux, ils vont faire des perquisitions, ils vont trouver ce qu'ils ont rapporté. Enfin, tous les systèmes classiques se mettent en place pour détruire la personne. Et ça arrive tous les jours. Une quantité d'entreprises sont en faillite de cette façon, des gens sont mis en prison de cette façon. Et c'est couramment, c'est presque une normalité en France. Donc quelqu'un reste tout petit, ça va. Dès qu'il prend une dimension et qu'il risque de gêner un membre de la maçonnerie, alors à ce moment-là, tout le système se met en place. Si on regarde les réseaux pédophiles, on ne peut pas dissocier les grands réseaux pédophiles de la franc-maçonnerie, puisque tous les réseaux pédophiles sont totalement protégés. Et comment peuvent-ils être protégés à aussi haut niveau et continuer presque au grand jour maintenant d'exister? Eh bien, parce qu'il y a cette protection qui fonctionne complètement au niveau de la franc-maçonnerie, qui fait qu'aucune affaire n'aboutit en justice, qui fait que les juges tranchent toujours à l'inverse de la justice, etc. dans ces affaires-là, et qu'on aboutit, jamais aucune n'aboutit. La police n'a pas le droit d'enquêter. Si un policier libre et indépendant ou un gendarme libre et indépendant essaye d'enquêter jusqu'au bout, c'est-à-dire de défier les ordres de ses supérieurs qui eux sont de la franc-maçonnerie, ou qui ont des ordres des francs-maçons, eh bien, ils se retrouvent sur la sellette, ils se retrouvent mutés ailleurs, ou certains ont été même obligés de fuir la France, tellement ils sentaient leur vie en danger. Donc ça, c'est la France actuelle, réelle, complètement gangrénée par cette mafia franc-maçonne. Et enfin, le moyen de changer les choses, il est bien évident que ça ne peut pas être à l'intérieur de la République. Parce que là aussi, c'est un système qui contrôle, mais parfaitement, ça fait plus de 200 ans qu'ils le contrôlent et qui maintiennent la République et qui veulent absolument la maintenir. Parce que c'est leur moyen de contrôler en permanence le pays et justement de continuer ce genre de choses. Et donc de contrôler indirectement l'économie, de protéger leurs actes délictueux. Dans tous les domaines, ils ont un contrôle absolu grâce à la République. Et donc, pour cela, un principe très simple, c'est le fait d'avoir simplement les 500 signatures nécessaires. Ces signatures ne peuvent s'obtenir qu'auprès des maires. Or, tous les maires sont de la franc-maçonnerie. 80 ou 90% des maires de France sont francs-maçons. Parce que tous les postes clés, ça fait 200 ans qu'ils travaillent pour les avoir, et ils les ont. Donc, en mettant ensuite un système en place tel que ces signatures par lequel il faut être avalisé par la franc-maçonnerie pour pouvoir se présenter, c'est une absurdité extraordinaire, quoi. C'est comme la mafia sicilienne qui mettrait en place au gouvernement qu'il faut la signature des principaux parrains de la mafia pour pouvoir se présenter. Enfin, c'est ridicule. Mais ils ont réussi à mettre ça en place. Et donc, forcément, jamais aucune personne libre ne pourra prendre un pouvoir quelconque ou changer quoi que ce soit en France tant qu'on sera sous ce système totalement bloqué qu'est la République et qui est fait pour ça, qui est fait pour bloquer complètement. Quand on voit même des concurrents éventuellement qui ne seraient pas francs-maçons mais qui veulent se présenter, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont obligation d'aller lécher les bottes de la franc-maçonnerie, d'aller faire des discours devant eux et d'essayer d'être avalisés, c'est-à-dire qu'en échange, il y a le discours officiel qui se fait devant et par derrière, il y a la promesse qu'il va mettre comme ministre un tel, et donc on va lui donner le poste insignifiant, celui de président, où son seul droit, ça va être de profiter, toucher les commissions et tout ça, mais en revanche, tout ce qui est
nomination, il devra nommer ceux qui ont été prévus à l'avance et qui sont choisis par le club Bilderberg. Et tous les postes clés seront toujours réservés à la franc-maçonnerie. Toujours. Il n'en a jamais été autrement, et tant qu'on est sous République, ça ne pourra jamais en être autrement. Donc tous les contrôles, le contrôle de la police, de la justice, etc., restera toujours entre les mains des francs-maçons. Donc voilà pourquoi je dis que c'est une gangrène, une mafia en col blanc, une mafia jolie, qui paraît bien, qui présente bien. Il n'y a qu'à voir les principaux pédophiles, il n'y a qu'à voir les affaires importantes dans ce domaine-là qui arrivent récemment. Ce sont toujours des gens notables, qui présentent bien, mais en attendant, c'est ce système contre lequel on ne peut réagir que d'une seule et unique façon, c'est d'abolir la République et d'entrer dans un autre système. Or, il y en a des quantités. Mais comme ils contrôlent aussi l'éducation nationale, tout est fait pour empêcher les jeunes de penser à autre chose, et tout est fait pour leur faire croire que la République, c'est la démocratie. Donc, quand j'ai lancé cet appel aux Français il y a quelques mois pour dire il faut que nous, Français, ceux qui sont simples, normaux, des gens de simples citoyens comme moi, et qui veulent changer vraiment les choses, eh bien, il faut quitter complètement ce système dans lequel on essaye de nous conditionner, qu'est la République, pour nous donner le vrai pouvoir de changer les choses. Et donc c'est cet appel aux Français que j'ai fait il y a quelques mois et qu'on peut voir sur Internet. Alors pour en terminer avec les francs-maçons, il y a quand même une nuance qui est importante à faire, c'est que toutes ces cérémonies sacrificielles, cérémonies spéciales, satanistes, on peut dire, dont on entend parler sur Internet et autres, et aussi par les journaux de temps en temps. Par exemple, tout récemment, là, on a découvert un charnier de jeunes enfants, et on a découvert que cette secte avait pour règle de leur retirer les organes principaux et de les manger. Bon, ça c'est une secte qui s'appelle le Chevalier du Templier, je sais pas quoi. Mais bon, on a des scandales comme ça qui arrivent peut-être peu à peu, et puis qui parviennent un peu au public. Ça c'est tout récent, c'est il y a 2 ou 3 mois seulement. Mais ce ne sont que des cas particuliers, et dans la grande majorité, il faut savoir que 98, 95, 98% des francs-maçons sont de simples gens, c'est-à-dire de braves gens qui juste sont un petit peu avides dans notre société, ça se comprend, qui sont avides d'ambition, qui cherchent à avoir les appuis pour une ambition sociale, et puis qui veulent profiter donc des bonnes opportunités, on va dire. Et les francs-maçons recrutent sans cesse, ils sont sans cesse en train de chercher de nouveaux membres. Et ça coûte 400 € par an, selon les loges, c'est un prix moyen, mais en général, donc ça coûte 400 € par an, et si le type qui rentre est assez patient, montre qu'il n'a pas beaucoup de scrupules, pas beaucoup d'honnêteté, qu'il est vraiment ambitieux, etc., assez rapidement, il aura les appuis nécessaires qui vont lui donner des postes dans les administrations, où on lui fera créer une association, et puis on lui donnera des subventions, il trouve toujours plein de moyens. Et tout ça, ça représente l'énorme bouclier qui protège les petites sectes marginales, qui sont elles beaucoup plus mystiques, et qui protègent surtout ce qu'on appellera donc après les Illuminati, qui sont le tout en haut du panier, c'est-à-dire ceux qui sont sélectionnés au plus haut niveau. Et tous ces gens qui rendent des services gangrènent complètement le pays, mais souvent sans s'en rendre compte. Par exemple, je donnerai quelques exemples qui sont assez précis, qui permettent aux gens de s'en rendre compte. Par exemple, en matière de santé, bon, il y a un vaccin soi-disant pour le cancer de l'utérus qui est recommandé pour les jeunes filles. Ça s'appelle Cervarix ou Gardasil. Et bon, des vaccins ça a été démontré, qui n'ont absolument aucun intérêt, sinon de mettre en danger la santé de ces jeunes filles. Et actuellement, dans le monde, il y a environ un peu plus de 400 000 victimes de ces vaccins. Or, quel est le rôle de la franc-maçonnerie avec ça? Eh bien, dans le domaine médical, c'est un domaine qu'on peut rapprocher du domaine scientifique. Donc dans la science, c'est là où il y en a le moins. Parce que là, il faut des vraies compétences. Donc il y a très très peu de francs-maçons. Mais quand il y en a, comme souvent sur les moins compétents, c'est à eux qu'on remet les postes de contrôle, c'est-à-dire les postes administratifs. Donc souvent, on trouvera par contre, si on cherche un franc-maçon, il ne faut pas aller le chercher parmi les grands médecins, les grands chirurgiens, les grands dentistes, peu importe. Il faut aller le chercher plutôt parmi les responsables du Conseil de l'ordre, parmi ceux qui s'occupent de statistiques, qui s'occupent de tout ça. Or, par exemple, pour maintenir ces vaccins sur le marché et continuer à les vendre,
malgré la quantité de victimes, eh bien, d'abord, on réduit cette quantité. Donc ça, c'est le travail de ceux qui s'occupent des statistiques, de ceux qui s'occupent des contrôles au niveau des raisons des décès, etc., etc. Et là, ce sont les postes qu'ils occupent et qui permettent que s'il y a plus d'1 million de victimes, officiellement, il n'en apparaît que 400 000. Ensuite, il y a les postes dans les médias où même ces chiffres sont très peu répercutés. Il faut vraiment aller les chercher. Vous ne trouverez pas en gros titre dans votre journal le Cervarix a déjà fait 400 000 victimes. Jamais vous verrez ça. Il faut aller sur des journaux spécialisés médicaux, etc., pour trouver ces informations et pour le savoir. Donc le grand public, lui, il n'est pas averti. Il ne le sait pas. Et il continue à faire vacciner ses gamines en croyant faire bien. Et ça, c'est typique de leur mode de fonctionnement. Donc tout ce qui est conseil de l'ordre, etc., c'est ce qui permet le contrôle sur ce monde-là, c'est ce qui permet l'application des protocoles des laboratoires, et c'est ce qui fait que les médecins qui ne veulent pas suivre ces protocoles parce qu'ils veulent vraiment soigner leurs patients, ils se retrouvent accusés en justice, et là, c'est encore la même chose. Le conseil de l'ordre va déposer plainte contre lui, va se servir des autres frères de la loge qui sont procureurs, justice, etc., etc., et il est sûr de gagner. Et le médecin va être radié. Et c'est comme ça qu'un grand nombre de médecins sont obligés de fuir leur pays pour pouvoir aller exercer ailleurs. Alors, un autre exemple qui est aussi très, très actuel, c'est celui des eaux. On sait depuis, l'homme normal, simple, qui réfléchit, qui regarde le ciel, il se dit, la pluie, elle appartient à tout le monde, ça fait des rivières, ça appartient toujours à tout le monde. Ça, c'est le raisonnement simple de l'être humain sur Terre. Et puis, il y a des gens qui ont établi un plan depuis longtemps de prendre le contrôle de l'alimentation humaine et surtout de l'eau, puisque l'eau est vitale, l'eau est indispensable. Donc contrôler l'eau, c'est contrôler pratiquement la civilisation humaine, c'est essentiel. Et il y a un programme qui a été lancé à cet effet à travers la société Nestlé, et le président de Nestlé ne s'en est pas caché, il l'a dit clairement, lorsque des journalistes sont allés le voir et l'ont interviewé, sur cette tentative de Nestlé de mettre la main sur toutes les eaux de la planète, c'est-à-dire de les faire passer au niveau privé et que ce soit Nestlé qui rachète tout ça, comme Nestlé est arrivé à plus de 60% déjà de toutes les eaux de la planète qui lui appartiennent. Et donc, ces journalistes l'ont interviewé et il a dit clairement qu'il estimait que l'eau était un bien de consommation et qu'il n'y avait pas de raison que ça n'appartienne pas à quelqu'un. Et donc, il est en train d'acheter, au nom de Nestlé, donc il est en train de racheter toutes les eaux possibles. Alors, bien sûr, on n'achète jamais au nom de Nestlé. On crée des filiales dans les paradis fiscaux qui elles-mêmes deviennent actionnaires d'une société, qui elle-même est actionnaire d'une société locale. Et c'est comme ça qu'on arrive à un petit village de France ou une petite ville. Et que, durant une réunion de la loge, on va présenter à un autre frère qui lui a une société, qui est le patron de cette société, qui va offrir ses services privés pour la gestion de l'eau. Et c'est comme ça que petit à petit, dans tous les pays du monde, on est en train de retirer commune par commune, la gestion de l'eau qui était publique passe au privé. Et très rapidement, on voit cette qualité de l'eau qui baisse, mais par contre les prix qui sont multipliés par 2, 3, 4, et des fois jusqu'à 10, 15, 20 fois plus cher, comme c'est le cas par exemple aux Philippines où ils ont commencé avant la France. Et en France, en ce moment, c'est énorme. En ce moment, c'est 2 à 3 fois déjà, les prix ont déjà été multipliés par 2 ou 3 fois. Et ça va continuer à grimper en même temps que la qualité de l'eau baisse. C'est le principe même des compagnies privées. Or, le petit maire qui est dans sa loge et à qui on propose l'affaire, etc., qu'est-ce qu'il voit lui réellement? Il ne sait même pas qu'il faille pour Nestlé. Il ne sait même pas qu'il participe d'un très grand plan global. Tout ce qu'il voit, c'est les petits avantages qu'il va toucher tout de suite. Les commissions qu'on lui promet, les avantages de toutes sortes, politiques et autres, qu'il obtient en échange. Sans compter que toujours cette notion de rendre service, il est soumis à sa secte. Donc il est en train de participer à la destruction du pays, mais en étant inconscient de le faire, en pensant qu'il fait, même parfois certains d'entre eux pensent qu'ils font bien, que la gestion privée va être meilleure que la gestion publique. Il ne va pas chercher à regarder ce qui se passe déjà ailleurs et se rendre compte que c'est une catastrophe. Autre exemple, les OGM. Les OGM, s'il n'y avait pas la franc-maçonnerie qui protège Monsanto n'aurait plus tous ces produits comme ça dans les grandes surfaces, comme c'est le cas aujourd'hui en France, alors qu'il y a eu des films, alors qu'il y a eu un battage important qui a été fait pour dénoncer Monsanto, et surtout pour dénoncer le plus grave de tout, à savoir l'absence d'étiquetage qui fait que les Français vont dans les supermarchés, achètent des produits sans savoir qu'ils ce sont des OGM. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de mettre une étiquette le disant. Ce qui fait que tout cela s'obtient par des signatures, par des accords,
politiques, sociaux, etc., qui font que la franc-maçonnerie sert à contrôler complètement ce domaine-là et à empêcher l'étiquetage et à permettre que les OGM de Monsanto et puis des autres soient présents sur le marché français sans que le français le sache. Donc, il y a quand même une véritable gangrène complète au niveau de notre pays. Là, j'ai pris 3 exemples dans 3 domaines différents, mais je pourrais les multiplier par 100. Et dans tous les domaines, les petits acteurs ne font que rendre des services. Et s'ils étaient conscients de la gravité de ce qu'ils font, de leurs petits services qu'ils rendent, de la signature qu'ils donnent en échange, bon, s'ils étaient conscients du plan global, la plupart d'entre eux s'enfuiraient en courant. S'ils savaient comment sont sélectionnés leurs plus hauts dirigeants et comment les hauts dirigeants qui leur transmettent les ordres participent à ces types de cérémonies, etc., s'ils connaissaient tout du monde pédophile, il est clair que c'est pas les petits maires de village qui sont là-dedans, ils sont au courant de rien, tout ce qui les intéresse, c'est leur petit monde. Et donc ils participent presque involontairement et inconscients à toute cette gangrène. Donc la franc-maçonnerie est extrêmement fragile. Il suffit seulement de donner l'information complète, il suffit seulement de mettre à jour les réalités des hauts dirigeants pour que tous les membres s'enfuient rapidement de cet organisme et la franc-maçonnerie disparaîtra naturellement. Et une fois une telle gangrène retirée, un pays peut se réassainir très très vite. Voilà, c'est mon espoir. Et c'est pour ça que j'ai lancé cet appel et que je l'ai réappuyé par ce livre qui est donc Rendez-vous pour le 14 juillet 2015, dans lequel je donne les détails sur cet aspect mystique des francs-maçons et tout ce que je viens de dire. Genre, bon, c'est un livre, donc il y a beaucoup plus d'informations. Et en parlant de livre, ça, c'est un livre facile, c'est le grand classique qui permet d'avoir une vue réelle sur la franc-maçonnerie. Donc pour ceux que ça intéresse, cet ouvrage qui s'appelle Lucifer démasqué, écrit par Jean Kostka, c'est pas son vrai nom, mais il est indiqué là-dedans, donne de vraies informations et permet d'avoir une vision plus concrète et réelle de ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie. D'autres livres sont intéressants pour ceux qui cherchent et qui aiment le monde occulte. C'est des bouquins comme ça, mais ça c'est des bouquins déjà très rares, qui parlent d'alchimie, d'occultisme, qui parlent de la pierre philosophale, mais tout ça dans un langage extrêmement abscon. Pratiquement, on va dire, un message que seuls les initiés comprennent en le lisant. Enfin bon, c'est vraiment un bouquin très spécial. Et des bouquins comme ça, il y en a quelques-uns. C'est vraiment pour les gens qui se passionnent de comprendre les mystères kabbalistiques, les interprétations des cathédrales, etc., etc. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a une multitude d'ouvrages, dont un qui est le seul, on va dire, véritablement sérieux parlant des Illuminati, qui est un livre anglais, je le connais, je ne crois pas qu'il ait jamais été traduit, qui s'appelle Breaking the Chain, écrit par quelqu'un sous un pseudonyme, ce pseudonyme est Svali, S-V-A-L-I, et on peut le trouver en PDF sur Internet, il suffit d'écrire Svali, et sur le site de la Demosophie, j'ai fait apparaître également la seule interview qu'il y a de cette femme qui dénonce énormément de choses, et plusieurs journalistes, suite à cette interview qui a fait un scandale assez énorme aux États-Unis, beaucoup de journalistes ont été vérifiés toutes les informations, et on n'a pas pu trouver la moindre faille. C'est-à-dire que toutes les informations, aussi choquantes qu'elles soient, ont été contrôlées, vérifiées, et donc pour l'instant c'est, on va dire, un des rares ouvrages vraiment sérieux qui donne des informations, pas complètes bien sûr, parce qu'elles n'étaient pas du plus haut niveau, mais des informations quand même graves, et qui expliquent bien les conditionnements psychologiques et comment ça fonctionne, etc. Donc ce livre, ça vaut la peine pour ceux qui lisent en anglais, d'aller chercher sur Internet, et bon, il faut un peu de travail pour le trouver, mais on le trouve. Et ça permet d'avoir une vision complète sur les Illuminati tels qu'ils fonctionnent actuellement